Je m'appelle Laurence Ruel, je suis chargée de projet en substances psychoactives à l'ASPQ, donc l'Association pour la santé publique du Québec. Marianne va présenter un peu plus notre organisation, là, mais c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais m'occuper là, de la facilitation pour la période de questions et réponses. Comme Tina l'a mentionné, n'hésitez pas à inscrire vos questions en fait au fur et à mesure de la présentation et on va pouvoir y répondre à la toute fin. Je vais laisser ma collègue Marianne là, qui va faire la présentation se présenter. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Marianne Dessureau, je suis avocate, directrice des affaires juridiques pour l'Association pour la santé publique du Québec. J'ai été celle qui a préparé et dans le fond révisé tout le contenu du rapport de consultation et a mené les consultations. Je suis à la SPQ depuis 2018, commencé comme chargée de projet en substances psychoactives, donc particulièrement en alcool et cannabis. Et donc, ça me ferait plaisir aujourd'hui là, de pouvoir discuter des points de cette fameuse consultation qui a été menée en 2023. Ah, je tiens également à la préciser, là, c'est important, je suis également conseillère municipale à Saint-Donat au Québec, donc depuis 2021. Donc, l'Association pour la santé publique du Québec est un organisme à but non lucratif qui réunit près de 1000 partenaires, autant citoyens et organisationnels, qui a pour mission de faire de la santé durable une priorité en parlant principalement de prévention. On discute de plusieurs sujets, nous avons plusieurs priorités, dont celle des substances psychoactives, l'alcool, et l'objet ou les objectifs en substances psychoactives, c'est notamment de repositionner l'alcool comme une priorité de santé publique au Québec et même au Canada, là, j'ose le dire, comme en faisant contrepoids notamment à la banalisation de l'alcool et en demandant des encadrements responsables. Donc, je pense que la plus grande question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi s'intéresser à l'alcool dans le milieu municipal? Mais principalement parce que l'alcool est une substance qui est très acceptée là, socialement et culturellement. Je pense qu'on en voit un peu partout. Vous avez des exemples, je crois, qui déjà vous viennent en tête, qu'on pense à la publicité, aux différents points de vente que nous avons un peu partout, aux différents produits. Et d'ailleurs, au Québec, la consommation d'alcool est la substance la plus consommée et c'est au-dessus de la moyenne canadienne. Donc, c'est un des sujets pourquoi nous nous intéressons à ce sujet. Et c'est pas une substance là, nécessairement banale, donc il faut le dire, ça a des effets, autant sur la santé, la sécurité et parfois même la cohésion sociale dans les milieux municipaux. On peut parler là, au Québec de coûts de santé et sociaux qui sont de près de 3 milliards de dollars par année. Et enfin, pourquoi les municipalités s'intéresseraient à ce sujet? Ben, c'est parce qu'elles peuvent vraiment jouer un rôle clé et un rôle d'influence dans de la prévention et dans des actions de prévention. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le mentionnait dans un de ses documents en 2010 que la nécessité là, d'avoir des politiques municipales visant l'alcool. Donc, c'est un peu dans ce contexte que la SPQ s'est intéressée à ce volet et a décidé de questionner les municipalités. C'est aussi qu'au Québec, les municipalités, comme aussi dans les autres provinces canadiennes, ce sont des gouvernements de proximité. Donc, c'est vraiment l'organe décisionnel qui est le plus au fait ou qui est en contact direct avec la population, donc qui est témoin de beaucoup d'enjeux, comme je le disais, la sécurité, cohésion sociale, mais aussi de santé. Donc, qui est la plus à même de répondre à ces enjeux de bien-être et de veiller au bien-être de leur population. D'ailleurs, les lois, notamment québécoises, reconnaissent ces pouvoirs d'influence et d'action directe sur autant l'environnement, l'espace public, la sécurité au sein des municipalités, mais aussi l'aménagement du territoire. Je vous mets des exemples, là. Ce sont notamment les lois québécoises énoncées, là, énumérées dans la présentation, qui mentionnent ces champs de compétences.
tiens aussi à souligner que les autres provinces canadiennes ont des fois même davantage de pouvoir en matière de santé, que ce soit particulièrement en santé publique. Donc des fois avec les directions régionales de santé publique, les municipalités ont davantage leur mot à dire. Donc lorsqu'on parle de compétences municipales, comme je le disais, le volet santé n'est pas l'angle qui vient d'emblée dans la tête des organes décisionnels, donc des conseils municipaux et des directions générales. Et c'est souvent pourquoi ce n'est pas pensé ou c'est souvent méconnu, le champ d'action et les enjeux auxquels ils peuvent répondre, donc, notamment en matière d'alcool. C'est en fait plus de 50, en fait plus de 50% là, des organisations qui ont répondu à notre sondage qui mentionnaient ne pas avoir les ressources ou les outils nécessaires pour répondre aux défis de l'alcool. Et puis, c'est d'ailleurs peu de municipalités qui avaient intégré le sujet de l'alcool ou des politiques dans leur corpus réglementaire. Donc, comme je le dis, ce sont des compétences méconnues, mais elles sont bien réelles et elles existent. Il y a vraiment un grand champ d'action sur lesquels les municipalités peuvent agir. Et c'est un peu ça qu'on va explorer à travers cette présentation, comment le sujet ou les enjeux, les défis de l'alcool peuvent être incorporés dans leur champ de compétences et dans l'encadrement qui est mis en place. Donc, en fait, la consultation avait pour principaux objectifs, évidemment, de comprendre les enjeux municipaux vécus liés à l'alcool, identifier les besoins des organisations et documenter aussi les pratiques, donc des fois des bonnes pratiques ou des bons exemples qui pouvaient déjà se faire. Et enfin, proposer des pistes d'action. Pour y arriver, on a envoyé un questionnaire en français d'une vingtaine de questions aux 1261 organisations qui constituent les organes municipaux. Donc, on parle aux villes et municipalités directement, mais également les communautés métropolitaines et les arrondissements, comme aussi les MRC, donc des municipalités régionales de comté, donc plus des régions. Donc, c'est vraiment un envoi par courriel de juin à août 2023. Et de cet envoi courriel, on a reçu 135 réponses complètes. Donc, dans les 135 réponses, on a réussi à couvrir les 16 régions administratives du Québec, dont 5 des plus grandes villes. On a pu compléter les questionnaires à l'aide d'entrevues individuelles avec certains représentants. Donc, comme je le disais, ce sont vraiment pratiquement toutes les régions du Québec qui sont couvertes avec les questionnaires reçus. Il nous manquait une seule région. Et ce sont des régions qui finalement, pas des régions, des municipalités qui représentent vraiment un vrai portrait du Québec. C'est-à-dire 71% évoluent en milieu rural et 76% des répondantes avaient moins de 10 000 habitants, ce qui est quand même relativement conforme au portrait québécois. Nous avons eu également des répondantes des 10 plus grandes villes du Québec. Je ne vous ferai pas la lecture de l'ensemble des chiffres, c'est vraiment pour votre bénéfice puisque vous avez accès à la présentation. Mais en gros, ce qui est ressorti, c'est qu'une grande majorité des répondantes, donc des municipalités, observent des problématiques en lien avec l'alcool au sein de leur territoire et dans leur population. Et plus de 50% ne se sentent pas suffisamment outillés ou informés pour y répondre. Comme on va le voir, la plupart des enjeux manifestés concernent des enjeux de désordre public, de conduite avec facultés affaiblies et de consommation lors des événements. Donc, ce qui a retenu vraiment notre attention ou ce qu'on a davantage développé, ce sont les enjeux qui étaient le plus souvent soulevés par les organisations répondantes. Et c'est ce qui va être développé pendant la présentation. Mais c'est important de préciser que cette perception d'enjeu varie selon plusieurs facteurs. Donc, notamment la taille,
de la municipalité, le profil démographique et la présence, par exemple, de milieux universitaires, de milieux étudiants et d'activités touristiques. Donc, en gros, sans surprise, plus la taille de la municipalité ou plus la population est importante, plus il y a d'enjeux, mais surtout, plus il y a des fois d'activités récréatives. Donc, les gens viennent des fois en vacances et profiter de villégiature, plus ça pouvait occasionner une perception d'enjeu et de nuisance, et également s'il y avait des milieux, par exemple, étudiants. À l'inverse, plus la population était, par exemple, vieillissante, moins les municipalités, les répondantes étaient susceptibles de mentionner, éprouver des enjeux. Parmi les enjeux qu'ils ont jugés prioritaires, parce que ce n'est pas s'ils observaient des enjeux, ce n'est pas nécessairement ceux-ci qu'ils ont signifiés comme étant prioritaires pour leur milieu. Parmi les enjeux jugés prioritaires pour leur milieu, c'est vraiment l'alcool au volant, la consommation d'alcool chez les jeunes et les nuisances liées à la consommation dans les parcs et sur la voie publique, notamment en ce qui concernait les déchets causés par la consommation d'alcool. Donc, c'est principalement ceux-là que je vais développer aujourd'hui. Vous avez quand même les statistiques pour l'ensemble des autres enjeux et je vous invite à consulter le rapport détaillé qui est disponible sur notre page web pour l'ensemble des détails. Le rapport est disponible, je tiens aussi à préciser, dans les deux langues, donc autant en français qu'en anglais. Donc, concernant la conduite avec facultés affaiblies, c'est un enjeu qui est soulevé par 37% des organisations répondantes et considéré comme le sujet prioritaire sur lequel il est important d'agir. C'est le tiers des organisations qui veulent des outils en matière de conduite avec facultés affaiblies. Donc, quand on parle conduite avec facultés affaiblies, on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que la municipalité peut faire? Puis en quoi ça la concerne? On pense davantage à la province ou même au fédéral. Toutefois, il ne faut pas oublier que les enjeux de conduite, ça crée des drames au sein d'une collectivité. Ça peut occasionner également des éléments de destruction du bien public, d'accidents. Donc les décès, que ce soit par piéton, c'est également toutes les nuisances là, qui viennent des fois de bruit également liées avec ça. Et comment une municipalité peut agir sur ce sujet qui habituellement est davantage provincial ou relevant du gouvernement fédéral, principalement en matière de prévention. Je vais prendre l'exemple par exemple de Terrebonne qui en 2015 a décidé de monter carrément une campagne de prévention dont un des sujets était la conduite avec facultés affaiblies. Donc, ils avaient constaté cette problématique plus récurrente au sein de leur milieu et c'est vraiment une campagne menée et payée par la municipalité, principalement que ce soit sur Internet et par affichage, et le volet de l'alcool au volant était abordé. La Ville de Québec, également, dans sa récente stratégie de prévention et de sécurité routière, parlait évidemment de vitesse au volant, d'aménagement des rues, mais ils ont également ajouté un volet sur la conduite avec capacités affaiblies. Donc c'est vraiment une nouveauté, une innovation, et je crois que c'est important que les municipalités aient en tête que c'est des volets qu'ils peuvent aborder également avec leur population. Enfin, l'autre, c'est une initiative un peu plus provinciale qui est Code-Barre, avec la participation des municipalités et des bars et des restaurants. Donc, c'est vraiment les milieux qui souhaitent participer à ce programme et aux municipalités montent un peu avec l'aide de la Société d'assurance automobile du Québec. Un programme qui vise que les gens qui vont consommer dans les bars, par exemple, désignent un conducteur. Donc, c'est vraiment un programme de conducteur désigné. Et la personne désignée comme conductrice de leur groupe reçoivent au cours de la soirée des boissons non alcoolisées gratuitement. Ce qui permet là, un raccompagnement sécuritaire pour les groupes de personnes. Donc, dans les milieux, par exemple, étudiants ou de festivités nocturnes,
ça devenait intéressant. Et donc, il y a quelques villes au Québec qui participent à ce programme, dont Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, même à Montréal, Laval et Montréal. Donc, c'est peut-être une initiative qui pourrait être reproduite ailleurs au Canada. Les jeunes et les étudiants, sujet qui est revenu et considéré assez prioritaire par près du tiers, donc 28% des organisations. Donc, comme je le disais, c'est principalement les milieux universitaires et collégiaux, donc post-secondaires, qui ont manifesté un intérêt et ont identifié comme une priorité de leur milieu. C'est un peu plus délicat parce que parler d'alcool et jeunesse et étudiants, ça relève souvent, c'est assez transversal comme enjeu. On peut penser, oui, à la sécurité, mais également à la santé, donc des hospitalisations des fois qui peuvent découler de la consommation chez les jeunes et de la consommation en milieu festif. Donc, c'est vraiment un enjeu qui doit être adressé avec un ensemble de partenaires et de collaboration pour assurer d'aller parler dans tous les aspects, de parler vraiment aux jeunes où ils sont. Et à ce sujet, un bel exemple, c'est vraiment la politique de la ville de Sherbrooke qui a été faite en 2018. Et cette stratégie alcool et jeunesse vient vraiment de la volonté d'un chercheur universitaire à la base et de la municipalité qui avait observé de plus en plus de problèmes et de cohésion sociale entre la consommation des jeunes universitaires et l'interaction avec la population. Ils ont décidé de s'asseoir ensemble pour trouver des solutions et monter un plan d'action et de prévention. À l'issue de cette politique et stratégie alcool et jeunesse, c'est vraiment plusieurs actions qui ont été menées au sein de la municipalité, mais également au sein de l'université, avec la collaboration des associations étudiantes. Donc, ce fut de grandes campagnes de sensibilisation et des activités là, de sensibilisation plus individuelles qui ont été montées. Les parcs et espaces publics demeurent un des sujets peut-être les plus débattus ou controversés. Souvent, bon, les modèles d'encadrement diffèrent énormément d'une ville à une autre et des fois ça occasionne autant des familles ou des gens veulent pouvoir profiter des espaces publics pour partager un moment entre amis avec une consommation alcoolisée, comme des fois trop de consommation dans un parc vient créer des nuisances auprès de d'autres usagers du parc et du milieu résidentiel environnant. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs modèles d'encadrement. Au Québec, ce qui a été dans notre consultation répertorié, c'est principalement qu'on autorise la consommation d'alcool avec un repas, ou qu'on délimite des zones, ou qu'on va restreindre selon des heures. Également, plusieurs milieux interdisent tout simplement la consommation d'alcool dans les espaces publics et les parcs. Peu importe le modèle d'encadrement choisi, lorsqu'un encadrement est pris, donc par la municipalité, moins ils étaient susceptibles d'éprouver des enjeux ou observer des problématiques. Toutefois, c'est important de noter et qu'il est important de considérer, lorsqu'on choisit un modèle d'encadrement, des éléments de stigmatisation ou de surjudiciarisation qui peuvent arriver avec un type de modèle. Par exemple, si on interdit complètement la consommation, par exemple, dans un parc ou dans l'espace public, les personnes en situation d'itinérance peuvent se retrouver davantage ciblées par les intervenants de justice et être ciblés parce qu'ils consomment ou ils veulent consommer sur les lieux publics puisqu'ils n'ont pas d'autre endroit où le faire. Ça vient aussi avec des enjeux de stigma qui peuvent, dans le fond, se créer à partir de ça. Et c'est là que finalement on se retrouve à amplifier des fois des enjeux de cohésion sociale. Et briser, en fait, ne pas permettre à certains individus d'aller chercher des fois les ressources ou de bien s'intégrer à la collectivité. Un des exemples que je peux vous mentionner à ce sujet, c'est la ville de Val-d'Or qui a embauché et en fait créé un poste au sein de l'administration municipale
qui est un intervenant ou plutôt un responsable du développement social, dont le rôle est vraiment de s'assurer de cette cohésion et d'aller prendre des questions, par exemple, d'itinérance et de consommation d'alcool et d'essayer de faire des ponts entre les deux réalités. Donc, entre la réalité, fois de ceux qui portaient plainte plus souvent, donc des résidents, des familles, et contre, par exemple, les gens qui consommaient, qui étaient principalement dans ce milieu issu des Premières Nations. Donc, l'objectif de Val-d'Or a été de faire des ponts entre les deux réalités et d'intégrer davantage et de favoriser les liens et les discussions entre les groupes, que ce soit itinérance, autochtones et résidents, que ce soit en proposant des offres de bénévolat, en augmentant les moments où les différents groupes populationnels pouvaient faire des échanges. La conclusion est que ça l'a grandement aidé et que cette consommation des fois de ces groupes était davantage acceptée et que le groupe eux-mêmes faisait des fois davantage attention aux endroits où ils décidaient de consommer, par exemple s'ils étaient en présence d'enfants. Enfin, les événements. Un autre enjeu soulevé par 27%. Et pourtant, si des enjeux sont observés et mentionnés, seulement 12% considèrent que c'est un enjeu prioritaire. Le principal enjeu mentionné, c'est les déchets suivant les événements, donc en lien avec les bouteilles d'alcool, les canettes, etc., donc qui étaient soulevés. Pour les autres, toutefois, ils mentionnent néanmoins des enjeux des fois de sécurité, donc de sentiment de sécurité de la population lors de ces événements, lorsque ça implique des fois des grandes consommations d'alcool. Comme je l'ai dit, c'est un enjeu principalement d'ordre public et des initiatives intéressantes qui ont été rapportées, par exemple le festif de Baie-Saint-Paul, qui ont créé des zones de réconfort et dont la municipalité des fois incite, donc des fois ce sont des promoteurs privés, donc des événements privés qui se créent. La municipalité incite et demande à ce qu'il y ait de telles zones mises en place lors des événements qui permettent, en cas de problèmes, d'enjeux de sécurité ou de tout simplement avoir besoin d'un endroit pour dessouler, ce sont vraiment des endroits désignés pour ça et où il y a des intervenants qui peuvent se retrouver et apporter leur soutien aux festivaliers. Un autre enjeu, des fois, auquel on ne pense pas, mais oui, dans ces événements publics, attendez, j'ai oublié mon idée, donc ça va sûrement me revenir. Mais donc les zones de réconfort, donc les municipalités devraient penser à l'intégrer. Ah oui, et l'autre point, des fois on peut avoir aussi des politiques. Les municipalités peuvent créer des politiques d'événements et donc à ce moment-là prévoir qu'il doit y avoir une vente de consommation de boissons non alcoolisées lors des événements, mais également des fois les commandites, donc les affichages lors d'événements, des fois plus peut-être familiaux ou jeunes, restreindre des fois peut-être les commandites de boissons alcoolisées et la publicité lors de ces événements, qui pourrait être un incitatif là, à la consommation pour des groupes un peu plus jeunes. Donc ça, j'en ai parlé, donc la nuisance et l'ordre public, donc problème de bruit, des fois à la sortie des bars, tard dans la soirée, c'est 50% des municipalités qui observent de telles nuisances. Et on doit mentionner que 85% mentionnent qu'il est interdit sur leur territoire de consommer sur les lieux publics. Et malgré tout, ils observaient des nuisances. Le plus gros défi, et j'en parle un peu plus tard, découle du problème de faire appliquer des règlements sur les bruits, par exemple, ou de faire appliquer des règlements, tout autre règlements sur les désordres publics. Des outils qu'on oublie souvent lorsqu'on est une municipalité, c'est qu'on a un grand pouvoir en aménagement du territoire et en urbanisme, alors que la majorité des organisations mentionnent encadrer les lieux où on vend de l'alcool. Il y en avait quand même 30% qui mentionnaient ne pas avoir de règles spécifiques à ce sujet. Donc, quand on parle d'encadrement des lieux de vente, c'est de décider où il est possible pour un commerce de vendre, soit un bar, une épicerie ou un restaurant, où il est possible de s'établir.
La plupart des organisations mentionnent avoir un zonage, donc avoir ciblé les endroits où il était possible d'avoir de tels commerces. 5% mentionnent établir ces endroits par usage conditionnel. J'explique, c'est que pour remettre le permis, par exemple de bar ou de restaurant, il faut qu'il remplisse certaines conditions avec le permis. Par exemple, ne pas faire de bruit après telle heure, de ne pas faire de publicité, par exemple, extérieure. Un des modèles qui a été évalué, c'est le pays de Galles en Angleterre qui a adopté cette forme d'urbanisme pour les points de vente d'alcool. Et ça a démontré, dans le fond, certains avantages de santé publique. Et c'est un modèle qui pourrait être reproduit tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Le contingentement est très peu utilisé, 2%, donc ça c'est un quota. Donc décider que dans une zone, on n'a pas plus que tel nombre de bars ou restaurants qui peuvent vendre de l'alcool ou de points de vente d'alcool. Ça peut être à réfléchir, par exemple, si on se rend compte qu'on a un problème de densité de points de vente. Donc, quand il y a trop de points de vente, donc une densité plus importante dans un lieu, des fois aussi parce qu'il y a des écoles à proximité, mais ça influence les habitudes de consommation. Donc, plus il y a c'est important d'avoir de l'accès à l'alcool, mais trop d'accès, des fois, peut encourager, des fois, à consommer davantage. Des initiatives intéressantes, ça ne concerne pas nécessairement l'aménagement, donc l'emplacement des points de vente, mais ça concerne l'aménagement visuel, qu'on oublie aussi souvent comme municipalité. Donc les Rosemont-Petite-Patrie, qui est un quartier de Montréal, ont mis des restrictions publicitaires. Donc ils n'ont pas le droit d'avoir de billboards, donc de panneaux lumineux publicitaires dans l'arrondissement, ce qui permet de réduire la publicité. Donc, ils ont notamment d'alcool, qui est souvent très fréquente sur ces panneaux. Ils ont passé ce règlement en voulant, avec l'objectif de réduire la pollution visuelle et lumineuse. Enfin, la ville de New York, eux, de leur côté, interdisent la publicité d'alcool dans les transports publics, puisque c'est accessible souvent à des publics d'âge mineur. Défi d'application, je l'ai mentionné. C'est souvent la raison pour laquelle il y a des fois davantage de mentions de désordre public. Les municipalités, souvent les plus petites, donc de 10 000 habitants et moins, ont mentionné avoir des enjeux et moins d'outils et de ressources pour faire appliquer leurs règlements. Donc, bien qu'ils aient des règlements en lien avec que ce soit la vente ou la consommation d'alcool. Une des raisons, c'est que la plupart des municipalités sont desservies uniquement par les services de la Sûreté du Québec. Sûreté du Québec qui pourrait être l'équivalent, par exemple, de la GRC dans des régions un peu plus éloignées du reste du Canada. Et seulement 16% ont accès à un service local de sécurité ou de police municipale. Ce qui fait que la Sûreté du Québec ou un ordre plus régional de police ne peut pas commencer à faire l'application de chaque règlement au sein de chaque collectivité, à moins d'avoir des plaintes et encore. C'est là que les règlements uniformisés des régions, donc des municipalités régionales de comté, peuvent être intéressants pour nos collectivités. Donc c'est une région, toutes les villes de cette région s'unissent pour établir un règlement commun, par exemple, sur les nuisances et l'ordre public, ou des fois même, je le mentionne, j'aime le mentionner, en saines habitudes de vie. Et ce règlement commun, mais ça permet une meilleure application parce que là, à ce moment, le service régional connaît d'emblée le règlement et les détails de ce règlement pour l'ensemble des municipalités de la région. Donc, lorsqu'on disait que les municipalités se disaient intéressées à en apprendre davantage, ben c'est 77% qui veulent en savoir plus sur les problématiques, les enjeux qui touchent l'alcool, comment ils peuvent agir, donc leur levier d'action. La plupart des outils demandés, c'est des modèles de politique, des études de cas, des outils de sensibilisation et des modèles de résolution. Il y a d'autres outils qui ont été questionnés, mais c'était les principaux
qui ressortaient. Comme je le disais, donc les municipalités savent peu comment elles peuvent agir en matière de santé ou d'alcool et savoir vraiment quelles problématiques ou quelles sont les répercussions que cela peut engendrer au sein de leur population. Donc, comme organisation, je crois que c'est important que nous puissions, les informer de ces capacités d'action, les informer sur la problématique ou sur les enjeux que cela peut avoir réellement et concrètement au sein de leur collectivité. On parlait par exemple l'alcool au volant, donc les dangers, donc les drames humains, mais également les bris sur les bris municipaux par exemple. Donc ce n'est pas nécessairement quantifié ou pensé au sein des localités. C'est important de pouvoir adopter, donc fournir des modèles de politique, donner des exemples sur les politiques qui peuvent être adoptées, que ce soit en saines habitudes de vie, en consommation dans l'espace public, sur des commandites ou des politiques d'événements pour offrir par exemple du sans-alcool. C'est important de soutenir comme organisation et de soutenir la sensibilisation, fournir des fois des idées ou si vous avez de la documentation et outiller les municipalités avec des modèles qui répondent à leurs besoins. Donc c'est important, si vous avez quelque chose ou des outils entre vos mains ou dans vos milieux, de les adapter à la réalité des municipalités, donc même d'une à l'autre. Donc si vous êtes capable de l'adapter selon la population en mentionnant les enjeux peut-être plus locaux, c'est vraiment ce que les municipalités mentionnaient ou avoir besoin. En conclusion, l'alcool est un enjeu transversal. C'est important de pouvoir travailler avec plusieurs partenaires du milieu afin de répondre à l'ensemble des enjeux qui touchent un grand nombre de services municipaux. Donc souvent, c'est une des raisons, là, vu que c'est très transversal, pour lesquelles ce n'est souvent pas abordé. On ne sait comme pas par quel bout commencer. C'est important de valoriser le rôle des municipalités dans la création d'environnements favorables, notamment en santé et avec le volet alcool. Et c'est important de pouvoir les soutenir avec des outils adaptés. On est déjà rendu au moment de discussion. Je vous laisse écrire peut-être aussi les questions. Je réponds aux questions autant en français qu'en anglais. Et si vous n'avez pas de questions, je serais curieuse de vous entendre là, sur quels projets ou initiatives existent dans vos collectivités et quelles sont peut-être vos priorités et vos grands défis là, en matière de consommation d'alcool.